Nous poursuivons notre tour de France du patrimoine religieux. Nous voici au Louvre. Pourquoi le plus grand musée de France? Parce qu'il accueille actuellement, dans l'attente de la réouverture du trésor de la cathédrale Notre-Dame de Paris en décembre 2024, le trésor de la cathédrale Notre-Dame. Un trésor, c'est le rassemblement de toutes les pièces les plus précieuses, à la fois objets liturgiques, objets artistiques, objets mobiliers qui garnissent la cathédrale principale de notre pays. Cette relique insigne de la Passion du Christ était conservée à Notre-Dame depuis le tout début du XIXe siècle. À l'issue de la Révolution, il n'y avait plus de reliques à Notre-Dame. Il va finalement être décidé de mettre à Notre-Dame, non pas les reliquaires, mais les reliques qui avaient été sauvées de la Sainte-Chapelle. La relique de la couronne d'épines est arrivée à Notre-Dame à ce moment-là et un premier reliquaire avait été créé par l'orfèvre Caillé en 1806. Mais ce reliquaire, au moment de la restauration de la cathédrale, ne paraît plus adapté, il est démodé en fait. Finalement, c'est vers 1859 que l'archevêque fait appel à la générosité des fidèles pour venir enrichir ce reliquaire en donnant des bijoux et dont les pierres sont utilisées pour rehausser l'éclat de ce reliquaire. Donc ce reliquaire est dessiné par Viollet-le-Duc. La demande du chapitre était de se conformer au reliquaire de la Sainte-Chapelle. C'est ce que va faire Viollet-le-Duc pour la partie supérieure, avec donc un socle et cette partie cylindrique coiffée donc d'une couronne fleur-de-lysée, et c'est un reliquaire monstrance qui permet de voir la relique avec des fenêtres trilobées scandées par le collège apostolique. Mais Viollet-le-Duc va s'éloigner en revanche de ce modèle et il va raconter l'histoire de ces reliques dans la partie inférieure. C'est ce bout de l'histoire aussi qui est tout à fait caractéristique du XIXe siècle. Les statues ont été créées par le sculpteur Geoffroy de Chaume, qui a aussi dirigé toute l'équipe de sculpteurs qui ont travaillé à la sacristie. Donc il y a une unité très étroite entre le décor de la sacristie et son contenu, puisque ce reliquaire, quand il n'est pas porté en procession ou vénéré pour des cérémonies, est contenu dans une armoire dessinée par Viollet-le-Duc, dans une sacristie reconstruite par Viollet-le-Duc et Lassus. Alors c'est une colombe, c'est un symbole eucharistique évidemment, et cette colombe est en fait un vase aux saintes huiles, un crémier. La tête s'ouvre donc. Cette colombe est exécutée par l'orfèvre Chertier d'après un modèle de Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc est très savant, il connaît très bien l'orfèvrerie médiévale et il s'inspire donc de ses œuvres, mais en même temps il a une grande verve créatrice. Et il ne fait pas des plagiats, il ne fait pas des copies. Il part de sources médiévales pour faire des œuvres qui sont de véritables créations. Et c'est tout à fait le cas pour cette colombe, puisqu'on voit bien que cette colombe, qui est dans une position extrêmement verticale, avec les ailes de part et d'autre du corps allongées, donc mi-ouvertes, s'inspire d'une œuvre qu'on appelle l'Aigle de Sugé, qui est conservée au musée du Louvre, qui provient donc du trésor de Saint-Denis. Il s'inspire en même temps d'émailleries de Limoges du Moyen-Âge, avec un décor émaillé, donc extrêmement chatoyant. On le voit aussi sur le dessin préparatoire de ce projet très précis de Viollet-le-Duc, qui ne laissait pas une très grande latitude d'ailleurs d'interprétation à l'orfèvre. Nous sommes ici devant une Vierge à l'Enfant de Charles-Nicolas Odiot, qui a été offerte au trésor de Notre-Dame de Paris par le roi Charles X. Donc c'est Louis XVIII, roi Bourbon, qui remonte sur le trône après la chute du Premier Empire, qui restaure la tradition du vœu de Louis XIII, donc des processions qui avaient lieu chaque année avec une Vierge à l'Enfant en argent. Or, le trésor a été entièrement détruit au moment de la Révolution, en 1792, et il pense en conséquence à offrir une statue de Vierge à l'Enfant pour ses processions. C'est son frère, Charles X, après le décès de Louis XVIII, qui va mener à bien ce projet de son frère aîné. Des tractations avaient eu lieu déjà sous Louis XVIII avec l'orfèvre Caillé, et Caillé avait proposé une vierge sur un modèle de celle de Saint-Sulpice, une vierge de Bouchardon. Louis XVIII voulait une vierge à l'enfance, ce qui n'était pas le cas de celle de Saint-Sulpice, et finalement, au dernier moment, Caillé, qui demandait un supplément financier pour ajouter un enfant à ce modèle de vierge de Saint-Sulpice, va être écarté au profit d'Odiot. Et Odiot lui-même va prendre pour modèle une vierge de Bridant qui était conservée à Saint-Séverin, une vierge du XVIIIe,
qui permet ainsi de faire l'économie d'un modèle. Et cette Vierge donc est exécutée et offerte au moment du jubilé de 1826. Au moment de février 1831, il y a une émeute anticléricale, anti-légitimiste, et la Vierge notamment est jetée par la fenêtre sur le pavé et évidemment très endommagée. Donc la Vierge que nous avons sous les yeux ici est la Vierge d'Audio, mais restaurée en 1856 pour le baptême du prince impérial. Elle est toujours portée en procession chaque année. J'espère que cette vidéo à la découverte du trésor emblématique de Notre-Dame de Paris aura su vous séduire. 3 œuvres d'art qui permettent d'attendre la réouverture de Notre-Dame de Paris, réouverture au culte et à la visite le 8 décembre 2024. Je vous dis à très bientôt pour découvrir encore un autre visage du trésor du patrimoine religieux français.